Et si, au cœur de la Terre, existait un monde de créatures préhistoriques et de paysages extraordinaires que personne n'aurait jamais dû découvrir. En 1959, Henry Levin adaptait Jules Verne et nous invitait à entreprendre le plus incroyable des voyages. Après une période où la science-fiction hollywoodienne s'était principalement cantonnée aux séries B paranoïaques reflétant l'anxiété de la guerre froide, l'immense succès critique et financier de 20 000 lieues sous les mers, suivi par celui du Tour du monde en 80 jours, démontre l'attrait massif du public pour des spectacles d'époque à grand budget. La Fox, sous l'impulsion du producteur et scénariste Charles Brackett, décide d'investir ce filon en acquérant les droits du roman de Jules Verne. Pour transposer le récit de 1864 à l'écran, le studio fait appel au scénariste Walter Reich, spécialiste de l'œuvre de Jules Verne, qu'il avait longuement étudié en vue de rédiger une biographie de l'auteur. Reich constate rapidement que si l'idée centrale du roman est d'une inventivité visuelle rare, la structure narrative originale manque de dynamisme dramaturgique pour convenir aux exigences d'un film de plus de 2 heures. Le travail de réécriture modifiera profondément la matière littéraire originale pour densifier les conflits dramatiques. Le scénario transforme le professeur allemand Otto Lidenbrock en un savant écossais anobli et modifie le personnage de son neveu Axel en un étudiant nommé Alec McEwan. Afin d'élargir l'éventail émotionnel et d'introduire des frictions au sein du groupe, Reich crée 2 personnages féminins absents du livre, Carla Göteborg, veuve d'un professeur suédois rival assassiné, et Jenny, la fille de Lidenbrock, restée à la surface pour incarner l'enjeu amoureux d'Alec. Le budget alloué par le studio s'élevait à 3,4 millions de dollars, ce qui représentait un investissement considérable pour l'époque. Professor, look! Henry Levin était lié par contrat à la Fox depuis 1952 et le studio cherchait un cinéaste maison capable de mener d'une main de fer une méga production sans se laisser dépasser par la technique. Issu du monde du théâtre, Levin intègre Hollywood au début des années 40 chez la Columbia. Il commence par officier comme directeur d'acteur pour le texte avant de franchir le pas de la réalisation en 1944 avec le film La fille du loup-garou. Considéré comme un archétype de l'artisan hollywoodien, Levin s'est illustré dans une très vaste palette de genres, le film noir, le film de cap et d'épée, la comédie musicale. Initialement, le rôle du professeur Lidenbrock était écrit sur mesure pour l'acteur américain Clifton Webb. Son jeu ironique et sa diction pincée convenaient à la vision comique et savante du personnage conçu par Brackett. Webb travaille activement la préparation du film lorsqu'il fut contraint de renoncer au projet 2 à 3 semaines avant le début du tournage en raison d'une hospitalisation d'urgence. Pour le remplacer au pied levé, les responsables du casting suggèrent l'acteur britannique James Mason. Né en Angleterre, James Mason débute au cinéma britannique avant d'exploser pendant la Seconde Guerre mondiale avec des rôles d'anti-héros ténébreux et séduisants.
Son rôle de chef de l'IRA, traqué dans 8 heures de sursis de Carol Reed, scelle sa réputation internationale. Courtisé par Hollywood où il s'installe à la fin des années 40, sa carrière s'étend sur près de 50 ans avec plus de 100 films à son actif, parmi lesquels Jules César de Joseph Mankiewicz, Une étoile est née de George Cukor, La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock, Lolita de Stanley Kubrick, une interprétation complexe et dérangeante, Ces garçons qui venaient du Brésil de Frank Schaffner, Le verdict de Sidney Lumet, l'un de ses derniers grands rôles à l'écran. Le premier acteur officiellement confirmé pour le projet fut la vedette de la chanson pop, Pat Boone, sous contrat avec la Fox. Boone manifesta d'abord une vive réticence à jouer dans un film de science-fiction. Pour convaincre l'artiste, le studio dut intégrer plusieurs séquences chantées dans le script et lui accorder une participation de 15% sur les bénéfices nets. Pat Boone ne tournera qu'une quinzaine de films, dont La plus grande histoire jamais contée de George Stevens. I was on the committee that made the collection. I thank you for your efforts, McEwen. £5 was subscribed. That left 3 shillings. You're not going to give me the change, eh? I expended it on this. A little extra token I thought you might fancy. I saw it do it an Easter week in a little window in Glasgow, curiosity shop. It seemed to whisper to me, "Buy me for Professor Lindenbrook." What did you reply? I said, "Only if you can be bought for 3 shillings." Le rôle principal féminin fut confié à Arlen Dahl, qui avait déjà une solide carrière d'actrice. Elle sera dirigée entre autres par Anthony Mann et Richard Thorpe. Now that the boy has gone and Hans doesn't understand English, I must ask you rather a delicate question. I'm blushing already. You're wearing stays, are you not? Professor! Yes, I thought so. I can hear them creaking as you walk along. What I wear is not your business. Everything on this expedition is my business. Hans and I will look the other way while you discard. Professor, you go too far. Le rôle du guide fut attribué à Petur Ronson, un athlète islandais spécialiste du saut à la perche ou de la course de haies, retenu pour sa stature physique impressionnante. Il est escorté tout au long du récit par sa canne Gertrude, personnage animalier qui apporte une touche comique appréciée du public. C'est le seul film de Gertrude, cependant, elle sera invitée de nombreuses fois au Festival de Cannes. Gertrude? Gertrude! Gertrude! Bien que la majorité des cavités souterraines et des paysages fantastiques aient été reconstitués dans les plateaux de la Fox à Los Angeles, l'équipe s'est déplacée au parc national des grottes de Carlsbad au Nouveau-Mexique pour tourner les plans d'ensemble souterrains. Le directeur de la photographie dut composer avec l'obscurité totale des cavités, la forte humidité et l'exiguïté de certains passages pour y installer de lourdes caméras cinémascopes et de puissants projecteurs. Les autres scènes en extérieur furent capturées à Édimbourg, en Écosse, pour l'ouverture du film, à Amboy Crater, un volcan éteint du désert de Mojave, pour représenter les cratères islandais. Le tournage fut marqué par d'importantes frictions entre James Mason et Arlen Dahl, l'acteur britannique supportant mal l'attention méticuleuse que la comédienne portait à son maquillage au milieu des décors boueux ou rocheux. La conception visuelle du film fut supervisée par les responsables du département des effets spéciaux de la Fox, dont Elby Abbott, attaché à un nombre incalculable de réussites dans ce domaine. Leur travail consistait à rendre crédible un monde souterrain éclairé par des minéraux luminescents et abritant des écosystèmes préhistoriques. L'un des défis majeurs résidait dans l'animation des monstres préhistoriques affrontés par les explorateurs. Plutôt que de recourir à l'animation en stop-motion,
La production choisit d'employer de véritables iguanes rhinocéros. Pour transformer ces reptiles en dimétrodons préhistoriques, des voiles dorsales en caoutchouc synthétique furent collées sur leur dos. Les animaux furent ensuite filmés sur des maquettes miniatures à très haute vitesse pour alourdir leurs mouvements, puis incrustés par rétroprojection optique dans les plans comprenant les comédiens. Même si cette méthode a pu paraître sommaire avec le recul, la précision des incrustations optiques et l'étalonnage des couleurs constituaient en 1959 une nette avancée technique. Le département artistique conçut également d'immenses plateaux représentant la forêt de champignons géants, les grottes de cristaux de quartz et les ruines englouties de l'Atlantide. Pour le climax du film, où les survivants prennent place dans un autel sacrificiel en pierre propulsé au sommet d'une cheminée volcanique par une poussée de lave, la production combina des prises de vue réelles dans des structures inclinées avec un travail de maquette pour le jet de magma incandescent. Sorti aux États-Unis le 16 décembre 1959, Voyage au centre de la Terre s'impose rapidement comme un succès commercial majeur pour la Fox et encaisse environ 10 millions de dollars lors de sa première exploitation en salle, remboursant largement ses coûts de production et de promotion. En France, le film sort le 11 mai 60. Grâce à une distribution dans un vaste réseau de salles durant le printemps et l'été, il attire plus d'1 500 000 explorateurs sur l'ensemble du territoire et se hisse dans le classement des succès de l'année. Né à New York, Bernard Herrmann est considéré comme l'un des plus grands compositeurs de la musique de film du XXe siècle. Enfant prodige issu d'une famille d'immigrants juifs russes, il rejoint la radio CBS où il rencontre le jeune Orson Welles, pour lequel il compose en 1941 sa toute première bande originale, Citizen Kane. Sa collaboration avec Hitchcock pendant près d'une décennie façonne l'identité sonore des plus grands chefs-d'œuvre du réalisateur, que ce soit la partition envoûtante de Sueur froide, le fandango orchestral haletant et frénétique de la mort aux trousses, et bien sûr les stridents coups d'archet lors de la scène de la douche dans Psychose. Après sa rupture brutale avec Hitchcock sur le rideau déchiré, Herrmann s'installe en Angleterre, où une nouvelle génération de cinéastes admiratifs de son œuvre vient chercher sa patte inimitable. La partition de Voyage au centre de la Terre est largement considérée par les musicologues comme un chef-d'œuvre d'orchestration pour le cinéma fantastique. Afin d'évoquer l'atmosphère minérale et étouffante des profondeurs terrestres, Herrmann prit la décision radicale d'éliminer complètement la section des instruments à cordes de son orchestre symphonique dès l'instant où l'équipe commence sa descente dans le cratère. Son orchestration repose sur une section impressionnante de bois grave, comprenant des clarinettes basses, des bassons et des contrebassons, un pupitre de cuivre particulièrement massif, une large section de percussion accompagnée de 4 harpes, un grand orgue de cathédrale associé à 4 orgues électroniques. Cette combinaison polyphonique d'orgues permettait d'émettre des fréquences basses et des sonorités énigmatiques, la musique devenant ainsi un vecteur narratif essentiel, renforçant l'acoustique caverneuse et le sentiment d'isolement des voyageurs. L'affiche américaine est divisée en une forme de V géante, rappelant une faille sismologique ou une fissure béante s'enfonçant dans la roche. Cette composition guide instantanément le regard du spectateur du titre en haut vers les profondeurs mystérieuses représentées en bas, simulant visuellement le concept de descente et d'exploration souterraine. Contrairement à l'affiche américaine dominée par les bleus,
la version française privilégie des teintes incandescentes évoquant le feu, le magma et la chaleur des profondeurs. La typographie blanche du titre, massive et oblique, transperce l'image en diagonale, créant un sentiment d'instabilité et d'urgence immédiat. L'allemande isole l'action au centre sur un fond noir massif, créant un effet de grotte ou de trou de serrure mystérieux. L'affiche espagnole sépare nettement la scène en deux zones. Le haut utilise une image teintée montrant les 4 explorateurs, le bas reprend en partie le visuel de l'américaine. J'ai une petite préférence pour la française, un peu moins chargée que l'affiche US. What is it, madam? Shh. If we'd known that you were subject to nightmares, we'd have made different sleeping arrangements. Someone is walking up there. I heard footsteps. Human footsteps. Madam, since the beginning of time, all women have heard footsteps up there. Qu'y a-t-il, madame? Chut. Si j'avais su que vous étiez sujette à des cauchemars, j'aurais pris d'autres dispositions pour le bivouac. Là-haut, il y a quelqu'un qui marche. J'ai entendu des pas humains. Madame, depuis le commencement des temps, toutes les femmes entendent des pas. Encore un classique découvert enfant à la télévision au début des années 70, une époque où les films étaient diffusés le dimanche après-midi. J'en garde un souvenir marquant, à la fois pour son côté merveilleux, mais aussi pour son ambiance inquiétante. La partition magistrale de Bernard Herrmann n'y est sans doute pas pour rien. Voyage au centre de la Terre conserve l'idée centrale de Verne, mais la dilue dans une aventure optimiste et familiale, centrée sur le grandiose et l'émerveillement visuel, plutôt que sur une tension narrative serrée ou une fidélité littéraire. Le film dure 130 minutes, la première partie est un peu longue et bavarde, tandis que la descente et les découvertes souterraines accélèrent le rythme vers le spectacle. L'utilisation du cinémascope est l'un des atouts majeurs. Levin et son chef opérateur, Leo Tover, composent des plans larges qui exploitent le format pour donner une impression d'immensité aux cavernes, à la mer intérieure et aux forêts de champignons géants. Les décors créent un univers souterrain saturé de couleurs vives, lumineux et presque féeriques, à l'opposé de l'atmosphère sombre, claustrophobe et oppressante du roman de Verne. Le centre de la Terre devient un parc d'attractions géologiques avec cristaux scintillants, lacs souterrains et ruines d'Atlantis. Le casting est inégal mais ancré par une performance majeure, celle de James Mason. À 50 ans, il incarne un savant irascible, sarcastique, misogyne et passionné, avec une autorité et un humour sec qui donnent de la densité au personnage. Il évite la caricature pure et trouve un excellent équilibre entre arrogance intellectuelle et vulnérabilité progressive. En revanche, Pat Boone est un choix plus contestable. Son jeu est correct mais limité, son accent écossais approximatif et les interludes musicaux cassent parfois le rythme. Il incarne le jeune homme enthousiaste et un peu naïf, mais manque de profondeur face à Mason. Quant à Harland Dahl, elle s'en sort très bien. Belle, déterminée et capable de tenir tête à Lyndon Brooke, elle apporte une présence solide et évite le rôle de pure séductrice. I may be mad on the subject of this journey, but I am not stupid. To burden myself with a female is sheer stupidity. I resent that word. I may have been a disturbance to men, never a burden. This is an absolute hold-up.
I assure you, you will not receive one iota of extra consideration. You'll sleep while we sleep, you'll eat what we eat, and you'll wash when we wash. Then you accept my proposition. Voyage au centre de la Terre est une œuvre spectaculaire et chaleureuse, représentative du cinéma d'aventure familial de son époque. Certes, il a vieilli dans ses effets et certains artifices, mais conserve un charme indéniable, celui d'une époque où Hollywood savait encore fabriquer des rêves souterrains avec des décors, des peintures sur verre et des iguanes costumées. Ce n'est pas une adaptation fidèle ni un grand film d'auteur, mais une réussite de divertissement vernien, toujours capable d'émerveiller quand on accepte ses conventions. Si vous avez 8 ans, vous trouverez un charme certain à cette imagerie d'Épinal de la science-fiction. Mise en scène fort composite, tantôt réaliste, tantôt médiocre et sentant le carton-pâte, et tout à coup des décors stylisés avec goût qui rappellent les grandes réussites du cinéma muet. Voici la forêt de champignons géants, les algues phosphorescentes, les cristaux illuminés, les monstres préhistoriques n'ont nullement l'allure de mannequins de carnaval, et il arrive même que les roches du centre de la Terre se mettent à ressembler à un de ces paysages fantastiques. Il demeure au plan technique que les Américains sont les seuls à disposer de moyens assez importants pour reconstituer, sans trop faire usage du carton-pâte, les fabuleux décors du centre de la Terre, et ainsi recréer avec bonheur la magique féerie d'un monde encore tout à fait inconnu. Field of force that snatches gold away. This is it. This is it. The junction of magnetic forces from the North Pole and the South Pole. The center of the Earth. C'est fini pour aujourd'hui, merci de m'avoir accompagné dans ce voyage au centre de la Terre. N'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter, à booster, et je vous dis à très bientôt, bye bye.